Bonjour à toutes et à tous. En passant juste par ici, un vaste sujet très important à lui tout seul aussi, celui du lien entre les états dépressifs, dépression mineure ou même dépression majeure bien sûr, et les molécules chimiques et biochimiques issues de nos aliments, mais bien au-delà, issues de tout ce que l'on absorbe, de tout ce que l'on met à l'intérieur de notre corps physique, véhicule de notre âme, que l'on a besoin de garder en bon état le plus longtemps possible, et même au-delà encore pour nos années à venir dans cette époque particulière. Donc toutes les substances qui entrent dans notre corps, c'est non seulement les aliments, mais tout ce que l'on met par les diverses voies. Il y a aussi les cosmétiques qui rentrent en intradermique, tout ce qu'on met sur notre tête, les amalgames dentaires qui soignent les dents dans la bouche, notamment le mercure, ça en fait partie. Tout ce qui rentre dans nos veines par la piqûre ou les perfusions, tout ce que l'on respire aussi, bien sûr, avec les polluants que l'on peut respirer. Les produits d'hygiène féminine, donc on en parlait avec d'autres personnes récemment, et les molécules chimiques qu'il y a dedans qui sont en contact avec les muqueuses. Le principal étant quand même bien sûr en grande partie l'alimentation, mais pas que. Il est bon de ne pas oublier ces autres sources de produits absorbés par notre corps, parce que certaines sont vraiment très toxiques et très dangereuses. Ce lien entre la dépression, les aliments, les molécules absorbées et les émotions n'est pas forcément fait par la médecine classique. C'est bien sûr dans une vision globale en médecine holistique que l'on fait ce lien, et que j'ai fait ce lien depuis le départ, depuis que j'ai posé mon activité de manière professionnelle il y a 20 ans, parce que les médecines naturelles, je dis toujours que je suis tombée dans la marmite quand j'étais petite, parce que malade, c'est toute ma famille qui s'est mobilisée pour trouver des solutions à ce problème de santé, auquel la médecine classique n'avait pas de solution, de compréhension, voilà, et on reste comme ça, enfant et parents de ces enfants, sans pouvoir soigner la problématique. Donc à l'âge de 5 ans et demi, 5 ans passés, voilà, tombée malade, la naturopathie et l'homéopathie aussi en même temps se sont présentées à nous pour les plus belles et les plus grandes découvertes. Ça fait donc bien plus de 40 ans que je vis dans les préceptes des médecines naturelles et des médecines vibratoires, l'homéopathie en étant une. Et j'ai eu mon passage donc adolescence où être thérapeute, ça n'était pas du tout une idée que j'avais eue. J'étais donc partie en sciences, je le dis de temps en temps ici sur la chaîne. Et c'est après mon premier enfant donc que j'ai rebasculé après sciences et puis un diplôme d'analyste programmeur donc en informatique, que j'ai rebasculé de nouveau vers les médecines naturelles, puisque j'en étais quand même nourrie depuis toute petite. Et j'ai formalisé par des études et un diplôme, juste pour que le cadre soit reconnu, le cadre de mes compétences et de mes connaissances, sachant que tout ce que j'ai appris au moins à 50, 60, 70%, c'est vraiment en faisant auprès des personnes, en ayant des cas concrets, que l'on apprend en médecine, peut-être avec toutes les médecines diversifiées qui sont regroupées en une seule médecine, parce que n'y a-t-il pas qu'une seule médecine avec toutes ces branches et qui concernent plutôt telle ou telle chose à soigner, parce qu'on parle de médecine au pluriel, mais la médecine n'est-elle pas une? Je laisse en question aussi. Voilà, donc ces médecines naturelles et ce lien entre dépression, alimentation et émotion, il n'est pas nouveau pour nous en naturopathie et en médecine naturelle, bien sûr. Mais on ne le voit pas tout le temps, et c'est sur ce sujet que j'ai juste envie de survoler aujourd'hui, parce que c'est effectivement un sujet qui mériterait d'être beaucoup plus développé, mais ce serait long. Ici, c'est pour attirer votre attention sur cette partie sur laquelle vous pouvez agir quand il y a des émotions négatives, des états d'être avec lesquels vous vous traînez, voire même du burn-out et de la dépression. On peut agir à partir du corps pour relever l'émotionnel, relever la neurochimie, puisque c'est vraiment ici, ça concerne vraiment la neurochimie aujourd'hui dans ce sujet.
Et par ailleurs, on pourrait voir aussi toutes ces substances que nous ingérons ou que nous absorbons d'une façon ou d'une autre par la peau, par les poumons, dans les veines, par la bouche ou par le bas pour les produits d'hygiène et tout ce qui est cosmétique aussi. On peut voir toutes ces substances sous un regard de taux vibratoire, parce que tout a son énergie vibratoire et sa fréquence. On peut donc mesurer si un produit est bon avec un haut taux vibratoire, un fort taux vibratoire, ou n'est pas bon avec rien du tout comme taux vibratoire, donc c'est mort, c'est le cas de le dire. Alors, il y a beaucoup de choses qui seront avec du zéro au niveau du taux vibratoire, mais qui seront certaines plus toxiques encore que d'autres dans les produits chimiques que l'on peut avoir autour de nous aujourd'hui sur Terre. Et c'est là, sous un regard vibratoire, au niveau de nos vibrations à nous et à un niveau énergétique, en présence d'un autre produit qui lui-même a son taux vibratoire, donc un aliment vivant ou tout autre produit, que l'on peut voir au niveau des rayonnements du corps physique, de l'avant-après d'ailleurs, du rayonnement de ce corps physique, si un produit est bon pour nous ou pas. En plus d'avoir le propre rayonnement de ce produit, à savoir que les aliments émettent des radiations. Les aliments morts, les aliments cuits n'émettent plus aucune radiation, pour le dire. Alors ça, ce sont des mesures que l'on peut faire avec diverses techniques et technologies, mais nos aliments, les plantes, tout ce que l'on mange, tout ce que l'on ingère, ont aussi leur propre radiation et ont aussi un propre niveau d'énergie. Et d'où l'importance de considérer ce à quoi je veux vous amener ici, ce rayonnement et cette capacité à vous amener du rayonnement à vous, à votre corps ou pas. Donc je ne vais pas lister ici pour cette vidéo que j'essaye de faire assez concentrée pour effleurer le sujet et vous mettre la puce à l'oreille. Vraiment, je ne vais pas lister les bons ou les mauvais aliments, ceux qui seraient à haut rayonnement, à fort rayonnement ou à rayonnement nul ou à bas rayonnement avec tout l'entre-deux. Ce serait de toute façon bien incomplet. Et puis, il y aurait une demande pour d'autres aliments pour l'un et encore d'autres aliments pour l'une et beaucoup de questions après, puisqu'il existe tellement d'aliments et tellement de substances que si on voulait être complète, ici, il faudrait tout passer en revue. De l'ordre d'un tableau, d'ailleurs, ces tableaux existent dans les livres et dans divers supports. Mais ce que je veux vous dire là, c'est que de plus en plus, la nutrition ne peut pas s'appliquer de manière générale à tout le monde en conseillant quelque chose de général, mais est toujours individualisé par rapport à votre propre taux vibratoire et par rapport à ce dont vous avez besoin, en plus de voir quel est le rayonnement d'un aliment, pour ne parler que de l'alimentation ici. La nourriture adéquate pour le voisin ne sera bien sûr pas la même en tant que nourriture adéquate pour vous. Vous aurez d'autres prescriptions au niveau nutritionnel que celles du voisin pour que ce soit individualisé pour vous. En plus d'avoir vu les aliments à fort taux vibratoire et les aliments qui n'ont pas le même taux vibratoire. En raison de l'âge, de l'état de santé, des problématiques particulières, de la fluidité de votre sang, de votre équilibre hormonal, des autres paramètres biologiques dans vos analyses, etc., etc. Tout a besoin d'être individualisé. C'est pour ça qu'il n'y a pas de médecine qui va dire en général ce qui est bon pour toutes et tous. Il n'y a que de la médecine individualisée, une médecine holistique de plus. Donc d'une manière générale, sous un regard du taux vibratoire, plus l'alimentation est naturelle, non transformée, équilibrée en nutriments, fraîche, mangée rapidement, en plus d'être fraîche, si elle reste dans votre frigo, ce sera moins bien. Plus les fruits et légumes sont cueillis à maturité, poussés sur des sols riches, et naturellement fertile ou rendu naturellement fertile, comme en permaculture ou en biodynamie plus ancestrale, au-delà encore de l'agriculture biologique, qui n'est plus qu'un label, malheureusement, principalement, ne m'en voulez pas si vous faites de l'agriculture, de la vraie agriculture biologique. Les vrais agriculteurs bio sont de plus en plus rares, les petits paysans, oui bien sûr,
Mais après, c'est devenu un label et parfois certains font de l'agrochimie et de l'agriculture biologique labellisée à côté sur des dizaines d'hectares en céréaliers, par exemple. Ça ne veut plus rien dire. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se tourner vers ce genre de mode d'agriculture, mais ça n'est même plus suffisant. Malheureusement, j'en entends souffler, mais nous qui y sommes depuis les années 1970, puisque moi déjà c'était au niveau parental aussi que je parcourais les champs, j'avais 5 ans avec certaines personnes de la famille en recherche d'agriculteurs bio. Voilà, c'était très amusant, c'est de bons souvenirs. Ça va avec la découverte de la naturopathie, mais ça a commencé dans les années 60, l'agriculture bio. Certaines et certains plus jeunes pensent que ça date des années 2000. L'agriculture biologique en France, on était les premiers à l'époque dans les années 60. Je vous parle ici de permaculture et de biodynamie parce qu'on est encore plus en train de respecter ce que la nature nous indique, comment elle fait et comment reproduire ce qu'elle fait au-delà de faire du haricot en ligne, même bio, de la tomate en ligne, même bio et le tout sur un quart d'hectare ou un demi-hectare où on n'a plus du tout de biodiversité d'ailleurs, surtout si les mauvaises herbes, entre guillemets, sont éliminées, etc., etc. Donc, vu sous le regard vibratoire, les aliments aussi non transformés, alimentation fraîchement cueillie, fraîchement mangée, cueillie à maturité, poussée sur des sols équilibrés, tout ça vous donnera des plus hauts taux vibratoires avec beaucoup plus d'aliments qui irradient, et notamment qui irradient en molécules en photons, en particules de lumière. Donc on peut aussi mesurer le taux vibratoire de ces aliments quant à leur rayonnement. Alors il y a diverses techniques, on peut citer la cristallisation sensible, la photokirlian, ça c'est un ancien procédé, c'est ce qui a donné d'ailleurs naissance à l'électrophotographie. Et puis certaines personnes au ressenti savent aussi si un aliment est bon ou pas. Je dis toujours en m'amusant d'ailleurs pour tester un aliment si non bio, s'il y a beaucoup de pesticides ou pas, notamment les agrumes, je croque dedans et si je fais un peu la grimace, il y en a un peu. Si je fais beaucoup la grimace, c'est que c'est très chimique, très amer, c'est qu'il y en a beaucoup quand on a les papilles exercées, parce qu'on se nourrit beaucoup d'alimentation, d'aliments naturels. On peut même ressentir dans la bouche les produits toxiques, l'importance, la quantité de produits toxiques. Et donc au niveau de ces aliments, si plus ce rayonnement est intense, plus la valeur de l'aliment est élevée pour notre corps humain. Et plus notre corps reçoit de ce genre de rayonnement, mieux il fonctionne. Mieux il synthétise ses propres molécules naturelles pour édifier, pour s'édifier. Et moins il s'encombre de molécules indésirables, bien sûr, parce que l'on sait que si on mange des aliments pleins de pesticides, donc toutes molécules comprises, eh bien on va accumuler tout cela à l'intérieur de notre organisme. Et elles ne sont pas dénuées d'effets délétères, ces molécules chimiques, que notre corps ne connaît pas et ne reconnaît pas, dont il ne peut rien faire. Donc on dit souvent en médecine que le foie, tout le système du corps humain est équipé pour se débarrasser de ce genre de toxiques. C'est quand même dommage parce que notre corps est bien équipé de lui amener ce genre de molécules. 2, ça ne dure qu'un temps et jusqu'à un certain point. Ça fait plus de 3 générations maintenant avec la révolution verte de l'après-guerre qu'on charge nos organismes de génération en génération et il y a une limite au système de détoxication naturelle du corps humain. Et il y a un moment, ce corps il est surpassé et ça fait déjà plusieurs générations, voire 2, peut-être 3, qu'on commence vraiment à charger et à être surpassé. Et je l'avais dit dans une vidéo plus lointaine, nous sommes aujourd'hui, après le début de ce 3e millénaire, 21e siècle, dans des conditions où nos enfants ont une espérance de vie inférieure à notre propre génération. Par exemple, si vous avez 50 ans, une génération étant 25 ans, vos enfants qui ont 25 ans et moins ont une espérance de vie au niveau de l'humanité inférieure à la vôtre. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité et l'alimentation sous toutes ses coutures en est pour
en est largement responsable, pour une grande parenthèse. Donc si le corps physique s'encombre de molécules indésirables, soit par des molécules toxiques absorbées venues de l'extérieur, par toutes les voies énumérées tout à l'heure en début d'audio, soit en produisant lui-même ce corps ses propres toxines, les toxiques avec un Q, on parlera de l'extérieur à ce moment-là, et les toxines, c'est de l'endogène, c'est produit en interne. Alors il peut se charger aussi de toxines en interne, ce corps, parce que il ne fonctionne pas correctement. Et parmi toutes ces molécules toxiques et toxines, qu'elles soient issues de l'alimentation naturelle ou chimique, parce que parfois on produit des toxines en endogène, même avec de l'alimentation naturelle, quand il y a déjà des déséquilibres, des dysfonctionnements au niveau du corps humain, alors tout cela, ça surcharge. On peut en rajouter aussi avec des molécules chimiques, des molécules issues des produits pharmaceutiques, et certaines de ces molécules ont un impact encore plus délétère, de manière plus importante que d'autres. Impact délétère sur la neurochimie, j'en arrive donc à la démonstration pour la dépression. Neurochimie, chimie du cerveau. Donc parmi elles, par exemple, au niveau de l'alimentation, on pourra citer les bien connus, je mets entre guillemets parce que tout le monde... Est-ce que tout le monde connaît les effets délétères de l'aspartame et du glutamate, surtout pris ensemble d'ailleurs. Et il y en a partout. Du glutamate, il y en a partout sous divers noms. Ce sont des véritables molécules qui rendent fou au niveau du cerveau par accumulation, et notamment nos enfants. On peut en parler dans le TDAH, donc le trouble et... les troubles du comportement chez les enfants soignés par des autres médicaments qui ne soignent pas, qui ne reprennent pas à la base la cause. Et quand on rajoute du glutamate et en plus de l'aspartame et en plus des pesticides dans une alimentation non naturelle, on fait des cerveaux d'enfants littéralement qui n'en peuvent plus, qui pètent les plombs. Et ces enfants pètent les plombs, c'est tout simplement ça. Seulement derrière, il y a une telle accumulation de molécules que l'on n'a pas vues, qu'on regarde le voyant rouge qui s'allume comme sur un tableau de bord, et on empêche le voyant rouge de s'allumer avec des médications. Or, on ne voit pas ce qui cloche derrière, à l'intérieur, on n'est pas allé chercher. Donc sans rentrer ici dans une démonstration complète, bien sûr, on pourrait citer le sucre, le gluten, les produits laitiers. Je pense que beaucoup de personnes me poseront la question pour la viande, mais comme vous ne m'avez pas encore posé la question, je ne vais pas m'étendre. Donc ce sont vraiment des sujets, moi, sur lesquels je me suis maintes et maintes fois exprimée au long de ces 20 dernières années dans ma vie de thérapeute, donc en réunion, par des écrits, par internet, en conférence, des explications en atelier de groupe depuis 20 ans donc que je travaille en naturopathie, et je connais beaucoup de choses avant même ces 20 dernières années, depuis plus de 40 ans que je vis moi-même en tant que petite patiente, toute petite déjà à 5 ans et demi, dans les préceptes de la naturopathie, avec un grand break, je le dis à chaque fois en souriant, à l'adolescence où les préceptes de la naturopathie ils ont un petit peu valsé. Je rappelle au passage aussi que la naturopathie, ça n'est pas simplement faire des bains dérivatifs et manger de la salade, mais c'est un ensemble complet, un système de santé complet, un ensemble de 10 familles de techniques, on les rappelle rapidement, donc l'abromatologie ou la science des aliments, et donc l'alimentation, la nutrition, la micronutrition, la psychologie, bien sûr, et l'émotionnel en toute deuxième famille de techniques. La troisième, ce sont les exercices physiques. Quatrième, la phytothérapie qui comprend l'aromathérapie, les huiles essentielles, la gémothérapie, les jeunes pousses et les jeunes morceaux de plantes, donc on va faire macérer. Les élixirs floraux font partie de la phytothérapie. On peut mettre la lithothérapie aussi à cet endroit-là, et l'oligothérapie, on s'éloigne un petit peu du végétal, mais on le classe aussi dans cette famille de techniques. Donc vous voyez que rien que dans une famille, il y a énormément de choses. Et quand on est aromathérapeute, on n'est pas naturopathe. On n'utilise qu'une famille ou qu'un bout de cette famille de techniques.
Cinquièmement, on pourrait citer l'hydrologie, l'eau en externe et en interne, sous toutes ses formes. Septièmement, les techniques respiratoires, ô combien c'est important et tout ce qu'on peut en tirer, y compris cohérence cardiaque, ça dérive de toutes nos techniques respiratoires en naturopathie aussi. Septièmement, la réflexologie, très vaste aussi. Certaines et certains sont spécialisés en réflexologie parce qu'il y a la réflexologie faciale, nasale, plantaire, la somatothérapie, la réflexologie au niveau du crâne. Et encore, on peut trouver beaucoup de zones réflexes avec lesquelles travailler. Huitièmement, l'actinologie, ça s'appelait comme ça avant, donc c'est l'utilisation de tous les rayonnements et de toutes les ondes, donc la lumière, le son, les couleurs en chromothérapie. Neuvièmement, les techniques manuelles dont est issue l'ostéopathie, l'éthiopathie. Ça dérive des techniques naturopathiques arrivées dans les années fin des années 1940, la naturopathie avec Pierre-Valentin Marchessault, avec qui moi j'ai quelqu'un de ma famille qui était déjà formé. Donc ce sont les enseignements de Pierre-Valentin Marchessault quand j'étais plus jeune que j'ai eu en tout premier. Et on était les premiers en France à l'époque en naturopathie, premiers dans le monde avec les États-Unis. Donc on était en parallèle, ces deux pays-là, en train de développer la naturopathie d'aujourd'hui qui a encore évolué. Et puis 10e technique, pour ne pas l'oublier aussi, les techniques vibratoires énergétiques, donc on peut y mettre le magnétisme, l'hémantotherapie. Aujourd'hui, on parle de Reiki, mais le magnétisme est connu de manière ancestrale depuis toujours. Voilà pour un grand rappel. Donc il y a bien un lien direct, plus ou moins direct, mais entre ces molécules absorbées, ces molécules que l'on a dans le corps, et les molécules qui vont être synthétisées dans le cerveau, nos molécules à un niveau cérébral. Sachant qu'il y a aussi d'ailleurs, puisqu'on parle de neurochimie, c'est la chimie du cerveau, il y a aussi des neurones au niveau de l'intestin, au passage. Ça concerne aussi donc notre neurochimie, ces neurones de l'intestin. Et ces neuromédiateurs, cette neurochimie, est en tête de la dépression. Et notamment, il y a 4 neuromédiateurs principaux, et surtout ces 2 premiers, que l'on sait maintenant être donc acteurs dans la dépression, que sont la sérotonine et la dopamine, avec juste derrière le GABA et la norépinéphrine, qu'on appelle aussi noradrénaline pour les mots, leur nom scientifique en fait, noradrénaline ou norépinéphrine, à ne pas confondre avec l'adrénaline et le cortisol au niveau des surrénales, mais très intéressant aussi dans la fatigue chronique d'ailleurs. Donc on a sérotonine, dopamine, GABA et norépinéphrine. Alors la sérotonine, c'est l'équilibre au niveau du sommeil, mais aussi de l'appétit et des humeurs. Le GABA, c'est le gamma-aminobutyrique acide en anglais, ou en français l'acide gamma-aminobutyrique, GABA pour le nom en entier. Et donc il agit lui aussi en tant que neuromédiateur dans l'attention comme régulateur plutôt, voilà, que je me trompe pas avec la norépinéphrine. Le GABA, c'est aussi un régulateur au niveau de notre neurochimie. Et puis la norépinéphrine, donc elle, c'est l'attention et le sommeil. Et il reste encore la dopamine qui agit sur l'humeur, qui est même responsable de l'humeur, et aussi de la volonté, de l'enthousiasme, je dirais, de l'envie de faire au niveau de la dopamine. D'ailleurs, entre parenthèses, puisqu'on parle de l'envie de faire, je fais souvent ce jeu de mots avec des personnes quand on vérifie ça. Vérifiez vos réserves en fer, F-E-R. Parce que là aussi, dans la dépression, s'il y a de la fatigue, si vous vous traînez, si vous n'avez pas envie de faire, il se peut qu'il y ait une anémie chronique qui passe un petit peu inaperçue. Et avant d'ailleurs, on ne vérifiait que le fer sanguin. Maintenant, enfin, les analyses se font sur le fer de réserve et donc la ferritine. Vous pouvez vérifier ça parce que si vous êtes... On parle toujours de fourchette dans les analyses, mais si vous êtes dans le bas de la fourchette au niveau de vos hormones thyroïdiennes, dans le bas de la fourchette au niveau de vos hormones surrénales, dans le bas de la fourchette au niveau des hormones de vos gonades, donc les hormones sexuelles, œstrogène, progestérone, testostérone,
qu'au niveau pancréas, ça traîne, qu'il pourrait y avoir une insulino-résistance ou un prédiabète, et qu'en plus, vous avez une anémie larvée, c'est-à-dire que vous êtes encore dans la fourchette, mais tout en bas dans votre réserve en ferritine, c'est normal que vous soyez dépressif et dépressive. Et là, ça vous donne un bon exemple parce que sur chacune de ces synthèses hormonales, on peut agir par l'alimentation et par la nutrition. Ça n'est donc pas une fatalité et il n'y a pas que des médicaments chimiques pour relever tout cela. On peut énormément agir et par l'alimentation et par la supplémentation si ce sont vraiment des taux très très abaissés. C'est là où je voulais en arriver parce que si tout cela dysfonctionne, est en déséquilibre, surchargé par des molécules inadéquates, la synthèse des neuromédiateurs n'est pas correcte, l'équilibre n'est pas correct, et c'est là que vous vous retrouvez dans la procrastination, dans la fatigue, dans la mauvaise humeur, dans le pas envie de me lever, pas envie de faire, dans la réactivité émotionnelle, et encore, et après, vous arrivez au burn-out et la dépression. Ou à la dépression et au burn-out d'ailleurs, dans l'autre sens. Parce que quand on en arrive au burn-out, on était déjà sur une dépression qui s'est peut-être enclenchée très vite. Et on a des déséquilibres au niveau de nos neuromédiateurs constatés maintenant dans la dépression, à un niveau médical et scientifique, on le sait. Et il y a toutes ces baisses de morale, baisses de libido d'ailleurs aussi, des émotions négatives, de la susceptibilité, de l'agressivité, de la colère, des pleurs pour tout un tas de choses, de l'hypersensibilité. Et c'est dû à nos molécules biochimiques à l'intérieur de notre corps qui ne sont pas suffisamment synthétisées ou qui ne sont pas en équilibre. Et on peut vraiment voir la correspondance des déséquilibres biochimiques à l'intérieur de nos corps avec toutes nos pathologies physiques, mais aussi tous nos états d'être, et particulièrement pour la dépression avec ces 4 neuromédiateurs précédemment cités. On en arrive aussi dans ces déséquilibres nutritionnels et déséquilibres au niveau de nos hormones et de nos neuromédiateurs à des états d'addiction, parce qu'on cherche à combler avec d'autres substances. Des addictions, ça peut être des compulsions alimentaires, de la boulimie, mais aussi de l'alcoolisme, du tabagisme ou autre envie de drogue douce ou dure, où désespérément on est amené à se tourner vers quelque chose que malheureusement on nous aura peut-être donné à goûter, plus jeune ou moins jeune, et ça va temporairement calmer le jeu, mais ça va l'aggraver derrière, vu les substances, parce qu'on recherche de nouveau cet équilibre. On cherche à retrouver de nouveau cet équilibre, mais pas avec les bons produits dans ce cas-là. Et de nouveau, l'équilibre va être encore plus creusé et ça va tirer vers le bas, de nouveau à engendrer des comportements inadéquats, de la dépression, voire des envies de suicide. Ça va très loin, alors que même si ça ne fait pas 100% du job pour retrouver l'équilibre, l'alimentation et la supplémentation peuvent énormément aider. Il n'y a pas de fatalité. C'est de plus en plus reconnu aujourd'hui. Nous, en médecine naturelle, il y a 20 ans, on le savait déjà, puisqu'on travaillait déjà comme ça. Il y a 20 ans, il y a même 40 ans. Moi, je n'étais pas encore professionnelle, mais je me soignais déjà comme ça. Imaginez que j'étais déjà soignée avec des oligo-éléments à l'âge de 6-7 ans, du lithium, parce que j'étais une enfant très très angoissée. Ça faisait partie de la lithothérapie et des compléments naturels. Mais le lithium, quand on est enfant, c'est quand même qu'il y a déjà des graves perturbations. Donc j'étais quand même en grave déséquilibre et bien malade. Pas gravement malade, mais sévèrement malade chronique. À ne pas pouvoir aller à l'école presque toute une partie de l'hiver pendant 5 ans, 6 ans. Et j'ai connu ces compléments déjà, là, ces supplémentations à l'époque, et puis plein d'autres choses rigolotes si je vous en parlais, tout en molécules naturelles, qui ont vraiment agi, qui m'ont fait énormément de bien. Ma sœur, qui avait le rhume des foins tout le temps, était soignée par de la gémothérapie déjà et des huiles essentielles à l'époque. Et elle faisait du coryza, donc au niveau des yeux, c'est terrible parce que les yeux restent collés. Et elle était bien sûr fatiguée et de mauvaise humeur en même temps. Et donc les soins naturels lui permettaient de retrouver un émotionnel plus équilibré, pour un grand exemple. Donc je peux vraiment en conclure ici. On pourra d'ailleurs, j'ai oublié, oui,
Parler autrement que des neuromédiateurs, parler en plus de tout ce qui est glande pinéale, vieillissement avec diminution de la sécrétion de mélatonine, à ne pas confondre avec la mélanine, qui est le pigment qui arrive quand on bronze et qui nous fait une belle peau dorée tout l'été. Mélatonine de la glande pinéale qui diminue et qui est source de vieillissement. On a là aussi des causes de changement d'état et d'humeur. Un grand sujet très intéressant. Et puis pourquoi pas parler aussi du raccourcissement des télomères, puisque c'est quelque chose qui est de plus en plus mis en avant, où à chaque division cellulaire, est-ce que les cellules se divisent ou une deuxième se fabrique? Ça c'est comme, est-ce que le sang circule ou est-ce qu'il est en vibration? Je ne vais pas vous la faire maintenant, mais donc les télomères qui se raccourcissent à chaque division cellulaire engendreraient ce vieillissement. Et là, de la même façon, tout fonctionne moins bien, puisque c'est chaque division cellulaire, chaque nouvelle cellule fabriquée qui est impactée. Et si tout fonctionne moins bien dans un corps, tout est moins en équilibre. Et même notre état d'être à un niveau mental, émotionnel, s'en ressent. Si on pallie à cette problématique de télomères qui se rétrécissent à chaque division cellulaire, on pallie aussi à nos états d'être plus négatifs, plus bas vibratoirement. On peut aussi agir là-dessus. Alors, il y a, c'est vrai, je fais une petite mise en garde puisque j'en parle maintenant, les produits qui se vendent très cher là-dessus pour permettre aux télomères de ne pas se raccourcir trop vite. Il y a des solutions avec des plantes un peu plus au long cours, mais beaucoup moins coûteuses, parce que ce sont des produits vraiment très onéreux, qui marchent, mais pas mieux que les solutions naturelles, plus basiques et beaucoup plus économiques. À prendre au long cours quand même, bien sûr. Voilà pour ce grand lien entre dépression, émotion, alimentation, émotion, dépression, les neuromédiateurs, la neurochimie, le fonctionnement de l'intestin, les molécules chimiques à l'intérieur de l'intestin, c'est énorme puisqu'il y a tout le microbiote, autrefois appelé flore intestinale, où on a plein de molécules là aussi qui peuvent être désirables ou indésirables. Je dirais vraiment les bons aliments et les bonnes substances naturelles avec de forts rayonnements et un bon taux vibratoire. Parce que si les belles pensées et les belles émotions, sentiments, donc, nourrissent le corps physique de bonnes vibrations, alors les bons aliments et les bonnes substances naturelles avec des forts rayonnements, un bon taux vibratoire, nourrissent aussi notre corps de bonnes vibrations. Et si notre corps physique est nourri de bonnes vibrations, c'est de bonnes vibrations aussi pour notre mental et notre émotionnel et donc notre état d'être. Et ne pas être en dépression. Voilà pour ces quelques mots sur ce lien donc entre ces trois choses. Et pour vous le remettre en avant, comme pour vous mettre la puce à l'oreille, comme je disais tout à l'heure, pour que vous gardiez à l'esprit que votre santé émotionnelle passe bien évidemment aussi et surtout par votre santé physique, avant tout même, je dirais. À tout bientôt pour la suite.